Il est tôt le matin à Los Angeles. Un convoi de berline banalisé s'arrête brusquement devant le siège de l'église de Scientologie. En quelques secondes, en quelques secondes, 156 agents du FBI déferlent, inondant le hall du bâtiment. C'est la plus grande descente de l'histoire du FBI jusqu'à cette époque. Les agents courent à travers les couloirs, ouvrant à la volée les salles de fichiers verrouillées et criant « FBI, personne ne bouge ». Les bureaux sont méthodiquement saccagés, les tiroirs des classeurs ouverts à la volée, les destructeurs de papier et les mallettes saisies comme preuve. L'opération dure heure après heure dans une tension continue. 21 heures, pour être exact, et à la fin, les agents ont sorti un camion de 16 tonnes de documents et d'équipements. Ce que ces documents révèlent choquera le monde. Un complot secret de plusieurs années par l'église de Scientologie pour infiltrer le cœur même du gouvernement américain. Alors que des boîtes de fichiers sont chargées dans le camion, la vérité est révélée. Ce n'était pas une perquisition ordinaire. C'était le point culminant de l'opération Snow White, une des plus grandes opérations d'espionnage domestique jamais perpétrées. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, nous devons remonter de quelques années. Nous sommes au début des années 1970, et l'église de Scientologie est en guerre. Pas une guerre d'armes et de soldats, mais une guerre contre l'information. Le gouvernement américain et d'autres nations deviennent méfiants envers les activités de la Scientologie. L'IRS a retiré au groupe son statut d'exonération fiscale après un audit, lui coller une énorme facture fiscale. La FDA a perquisitionné les bureaux de la Scientologie pour des allégations médicales mensongères concernant leurs appareils émetteurs. Même le fondateur de la Scientologie, L. Ron Hubbard, est sous pression. Il a été accusé de fraude à l'étranger et évite les assignations en vivant à bord d'une flottille maritime appelée la Sea Org. En bref, la Scientologie est assiégée. Hubbard, Bird, un écrivain de science-fiction devenu gourou, est furieux de ce qu'il considère comme une persécution gouvernementale. Il a toujours prôné une politique de tolérance zéro envers les critiques ou ennemis. En fait, des années plus tôt, il avait proposé une idée audacieuse. Les scientologues devraient infiltrer les agences gouvernementales en y prenant des postes. Maintenant, face à des problèmes juridiques et de relations publiques croissants, Hubbard décide qu'il est temps de mettre cette idée en pratique à grande échelle. Il autorise une campagne secrète pour trouver et supprimer toute mention défavorable de la Scientologie ou de lui-même dans les fichiers du gouvernement. Si le gouvernement dispose d'informations compromettantes, l'Église le volera ou le détruira, quoi qu'il en coûte, pour protéger la réputation et les biens de la Scientologie. Hubbard confie cette mission à un groupe restreint au sein de l'Église connu sous le nom de Bureau du Gardien, dirigé par sa troisième épouse, Mary Sue Hubbard. Mary Sue est la fidèle adjointe de Hubbard et elle gère le Bureau du Gardien comme une agence de renseignement. Ils ont donné comme nom de code à l'initiative Opération Blanche-Neige, un surnom étrangement fantaisiste pour une conspiration impitoyable. Mais le nom est approprié, le but est de purifier les dossiers gouvernementaux, effaçant tout ce qui pourrait nuire à l'image de l'Église. Tout comme Blanche-Neige frottait les sols, sauf que ces agents vont nettoyer des archives au lieu de cuisine. Ce qui commence en 1973 comme un projet modeste explose rapidement en une vaste opération d'espionnage mondial. Le Bureau du Gardien déploie une armée d'agents scientologues comptant jusqu'à 5000 agents secrets dans le monde entier, et les intègre partout où l'on peut trouver des informations utiles. Ils infiltrent 136 agences gouvernementales, ambassades étrangères et consulats à travers le monde. Des États-Unis à l'Europe et au-delà, les espions de la Scientologie s'introduisent dans les bureaux et les archives sous de faux prétextes. En Allemagne de l'Ouest, au Royaume-Uni, en Italie. Chaque pays est un nouveau champ de bataille. Ils donnent à leur soumission des noms de codes ludiques inspirés du thème de Blanche-Neige. Projet Apple, projet Mirror, même projet Bashful et Dopey, alors qu'ils s'introduisent dans des bâtiments gouvernementaux ou se faufilent dans des postes de personnel. C'est de l'espionnage à une échelle sans précédent, mené par des personnes qui, le jour, semblent être de simples employés de bureau, secrétaires et stagiaires. Mais la cible principale est les États-Unis. La plus grande préoccupation de Hubbard est ce que le gouvernement américain sait ou prévoit concernant la Scientologie. En haut de la liste, le service des impôts. Le IRS poursuit l'Église pour des impôts arriérés et dispose de nombreuses années de dossiers d'enquête sur les finances de la Scientologie. Si Hubbard veut retrouver son exemption fiscale ou éviter de lourdes amendes, ces dossiers du IRS sont une menace. Donc, le plan est simple. Infiltrer le IRS et voler tout ce que vous pouvez. À la mi-1794, deux jeunes scientologues, Michael Meissner et Gerald Bennett Wolfe, ont franchi les portes du siège de l'IRS à Washington, D.C., non pas en tant qu'intrus, mais en tant qu'employés. Ils ont été embauchés comme commis de bas niveau, la couverture parfaite. Avec des identifiants IRS légitimes accrochés à leur chemise, ils peuvent se déplacer librement dans les couloirs et ils le font. Le jour, Meissner et Wolfe remplissent consciencieusement la paperasse et vont chercher du café comme des employés modèles. La nuit et le week-end, ils deviennent des voleurs. Leurs ordres du bureau du Guardian, localiser et retirer tous les dossiers marqués Scientology.
Wolf, en particulier, garde un œil sur les dossiers des organisations exonérées d'impôts et tout ce qui concerne les batailles juridiques en cours de scientologie. Chaque fois qu'il trouve quelque chose d'intéressant, il attend un moment de calme, puis attrape le dossier sur l'étagère. Gerald Wolf, compris. Église de scientologie contre IRS, litige, ça a l'air important. Michael Meissner, bien. Copions et partons. Soyez rapide. Les deux agents secrets sortent souvent des documents en douce pour les copier à proximité. Wolf utilise parfois les photocopieuses de l'administration fiscale après les heures de bureau, osant copier des fichiers sensibles sur du papier officiel. Parfois, ils emportent carrément les documents. Ils remplissent des mallettes de papier volées et sortent sans problème, se mêlant au personnel qui travaille tard. Chaque semaine, Meissner et Wolf accumulent des piles de mémos confidentiels, de rapports et de comptes rendus de réunions. Tout ce qui mentionne la scientologie ou L. Ron Hubbard. Ils ont même réussi à intercepter des documents stratégiques internes du gouvernement concernant des poursuites en cours. À une occasion, Wolf s'introduit dans les bureaux des avocats du ministère de la Justice traitant des affaires de scientologie 3 samedis consécutifs et photocopie 12 dossiers épais détaillant la stratégie juridique du gouvernement. Ils sont remis directement aux avocats de la scientologie, donnant ainsi à l'Église un grand avantage au tribunal en connaissant les stratégies de l'autre partie. Des milliers de pages de documents gouvernementaux volés retournent au siège de la scientologie à Los Angeles. Meissner rédige des résumés et souligne les passages clés avant de les transmettre dans la chaîne. Des copies arrivent sur le bureau de Mary Sue Hubbard, elle veut tout voir. À Los Angeles, la direction de la scientologie est ravie. Plus ils en apprennent, plus ils en veulent. Et ce n'est pas seulement du papier. Les écoutes de téléphonique deviennent une autre arme dans l'opération Blanc comme neige. En novembre 1974, l'IRS prévoit une réunion de haut niveau pour discuter de la bataille de l'Église sur le statut d'exonération fiscale. Scientology l'apprend. La veille de la réunion, un agent scientologue nommé Herman s'introduit dans une salle de conférence de l'IRS sous le couvert de l'obscurité. Il installe discrètement un dispositif d'écoute dans une prise électrique. Le lendemain, alors que des responsables de l'IRS tiennent leur réunion à huis clos, chaque mot est transmis via un signal FM caché à un poste d'écoute de la scientologie dans une voiture à l'extérieur. L'Église enregistre toute la discussion sur bande. Ce soir-là, des transcriptions de la réunion privée du gouvernement sont en route vers le bureau du gardien de scientologie. L'IRS ne sait pas qu'elle a littéralement été mise sur écoute, et ceci n'est qu'un exemple. Des espions de la scientologie infiltrent ou espionnent le ministère de la Justice, le département du Trésor, la garde côtière, l'Agence pour le contrôle des drogues. Même l'American Medical Association et l'American Psychiatric Association, ces deux dernières parce que Hubbard détestait la psychiatrie avec passion. Pratiquement toute organisation susceptible de détenir des dossiers critiques sur la scientologie est une cible potentielle. Ils appellent cela « nettoyer les fichiers », mais en réalité, ils volent les fichiers et apprendre tous les secrets gouvernementaux sur l'Église. Hubbard croit que cette intelligence permettra à la scientologie de contrer de manière préventive toute attaque juridique et de discréditer toute information dommageable. Cela pourrait même permettre à l'Église d'effacer ou de détruire les documents les plus sensibles, purifiant ainsi la vérité des archives officielles. Après tout, si ces dossiers n'existent pas, le gouvernement n'a rien à utiliser contre eux, n'est-ce pas ? En 1975, Mary Sue Hubbard et ses adjoints poussent encore plus fort. Ils émettent des ordres de programme de gardiens, comme un appelé projet Horn, demandant aux agents de voler du papier à en-tête de l'IRS et de falsifier des lettres pour masquer leurs traces. Une autre directive ordonne l'infiltration de toute agence susceptible de délivrer des assignations contre la scientologie. Ainsi, l'Église peut être avertie à l'avance des enquêtes imminentes. Les conspirateurs s'intensifient, devenant plus audacieux et plus désespérés pour ne laisser aucune pierre non retournée. Mais plus une conspiration grandit, plus il devient difficile de la garder secrète. D'ici le milieu de l'année 1975, des centaines d'effractions et de vols ont été commis, et quelques frayeurs ont presque révélé le complot. Le personnel de sécurité commence à se méfier. Une nuit de printemps en 1976, Meissner et Wolf se faufilent dans le bureau des opérations internationales de l'administration fiscale, essayant de s'emparer d'un dernier lot de dossiers. Mais un des membres du personnel de nettoyage remarque deux silhouettes sombres en train de tripoter une porte. Le garde exige une pièce d'identité. Pendant une fraction de seconde, Meissner et Wolf pensent que c'est fini, mais ces deux-là sont préparés en quelque sorte. Wolf présente calmement son véritable badge d'employé de l'Internal Revenue Service. Et Meissner fabrique un faux convaincant. Ils inventent une histoire de travail tardif. Le garde les regarde, puis les identifiant, et étonnamment les laisse passer. En fait, ils demandent même à la femme de ménage d'ouvrir la porte pour eux, la même porte qu'ils essayaient secrètement d'accéder.
Meisner et Wolf échangent des regards incrédules. C'était trop proche, mais ils s'en sont tirés cette fois. Cependant, leur chance est sur le point de s'épuiser. Quelques semaines plus tard, le duo se lance dans une autre mission à haut risque, cette fois au palais de justice des États-Unis à Washington, D.C. Ils ont appris qu'un assistant du procureur général des États-Unis, Nathan Dodell, possède des dossiers sur la scientologie. Il traite une affaire judiciaire impliquant l'Église. Wolf et Meisner ont en fait réussi à voler les clés du bureau de Dodell, à en faire des copies et à rendre les originaux sans laisser de traces. Ils ont planifié plusieurs cambriolages au palais de justice. En se faisant passer pour des chercheurs en droit, ils se glissent dans le bureau de Dodell après les heures de bureau et photocopient des piles de documents. Pendant un certain temps, ça marche. Pendant plusieurs nuits consécutives, ils copient audacieusement des centimètres de dossiers sur la scientologie des cabinets de Dodell, même des documents de la police de Washington et de la FDA qui y sont entreposés. Ils rendent toujours les originaux, espérant que personne ne s'en apercevra. Mais une de ces nuits, une bibliothécaire vigilante nommée Géraldine, appelons-la Madame Johnson, remarque quelque chose d'étrange. Deux hommes qu'elle ne reconnaît pas errent dans la bibliothèque de droit à des heures inhabituelles. Elle les confronte. Ont-ils signé correctement ? Ils marmonnent une excuse, elle n'y croit pas. Johnson les avertit de ne pas revenir sans autorisation appropriée, et puis elle fait exactement ce que toute bonne bibliothécaire ferait dans cette situation. Elle signale l'incident. Elle alerte les responsables que des personnes suspectes accèdent à des zones où elles ne devraient pas. Le bureau du procureur des États-Unis lui dit « Si vous les voyez à nouveau, appelez immédiatement le FBI ». Quelques semaines plus tard, le 11 juin 1976, Meisner et Wolf sont retournés au palais de justice pour un autre vol de documents. Ignorant du fait que le filet est en train de se refermer, ils se connectent sous des faux noms comme d'habitude, prennent l'ascenseur et se glissent dans la bibliothèque, pensant avoir déjoué le système avec une lettre de permission falsifiée. Mais Madame Johnson les reconnaît dès qu'ils entrent. Cette fois, elle ne prend même pas la peine de les confronter. Elle appelle discrètement le FBI. Deux agents se précipitent et attrapent le duo de scientologie en flagrant délit dans le couloir devant le bureau de Dodell. Les agents examinent attentivement les cartes d'identité. La tension est palpable. Le mensonge de Meisner pourrait être révélé à tout moment. Pensant rapidement, Meisner et Wolf inventent une histoire selon laquelle ils sont simplement là pour faire des recherches juridiques, photocopiant quelques livres de droit et des dossiers pour une étude personnelle. Ils maintiennent leur mensonge sans jamais mentionner la scientologie. Après environ 22 minutes de questions pointues, quelque chose d'inattendu se produit. Les agents du FBI décident qu'ils n'ont pas suffisamment d'éléments pour les arrêter sur le champ. Peut-être que le comportement calme des hommes et la vérité partielle, Wolf est un employé des impôts après tout, donne aux agents un moment de réflexion. Incroyablement, le FBI les laisse partir, pour l'instant. Meisner et Wolf sortent du tribunal dans la nuit, le cœur battant. Ils ne peuvent pas croire qu'ils viennent de se sortir d'une rencontre avec le FBI, mais ils savent que les murs se referment. Immédiatement après, Meisner contacte son responsable scientologue et rapporte ce qui s'est passé. Le bureau du gardien se précipite en mode gestion de crise. Ils inventent à la hâte des histoires de couverture pour les deux hommes. On ordonne à Meisner de se faire discret. En quelques jours, Gerald Wolf est arrêté. Le FBI n'allait pas laisser tomber ses soupçons et Wolf est pris à l'IRS avec un faux laissez-passer gouvernemental en sa possession. Il est accusé de crimes liés à la fausse carte d'identité et au cambriolage. Un juge convoque un grand jury pour approfondir cette affaire bizarre. Peu de temps après, un mandat d'arrêt est également émis contre Michael Meisner, mais l'Église n'est pas prête à abandonner son précieux agent. Les responsables de la scientologie cachent Meisner, le transportant à travers le pays sous de faux noms pour échapper au FBI. Pendant des mois, Meisner est un fugitif sous la protection de l'Église. Ou peut-être que captivité est un meilleur mot. Il est surveillé pour s'assurer qu'ils ne désertent pas ou ne révèlent pas leurs secrets. Alors que la pression légale augmente, Meisner devient de plus en plus anxieux et désillusionné. Il sait que le jeu est terminé et il ne veut pas aller en prison pour avoir suivi des ordres pendant que les supérieurs s'en sortent indemnes. Au printemps de l'année 1977, Michael Meisner en a assez. Malgré la surveillance, il parvient à échapper à ses gardiens et, dans un tournant dramatique, il contacte le FBI. C'est le moment où la conspiration se dénoue véritablement. Meisner, autrefois un espion fidèle de la scientologie, retourne sa veste. Il accepte de tout dire au FBI en échange de clémence. Il raconte toute l'histoire, les infiltrations, les documents volés, les ordres de Mary Sue Hubbard elle-même, armés du témoignage de Meisner et des documents déjà récupérés de Wolf. Les autorités fédérales ont enfin ce dont elles ont besoin pour frapper au cœur de l'opération Snow White. Cela nous ramène au 8 juillet 1977. Muni de mandat de perquisition, le FBI descend simultanément sur les propriétés de Scientology à Washington DC, Los Angeles et Hollywood. Le raid de Los Angeles à lui seul implique ses 156 agents et est un spectacle logistique. Le FBI n'a jamais mobilisé autant d'agents pour une seule opération auparavant.
Au cours de la journée, il vide des salles d'archives et ouvre des coffres-forts dans les bureaux de la scientologie d'un bout à l'autre du pays. Ce qu'ils trouvent est stupéfiant. Les agents découvrent des dizaines de milliers de documents qui avaient été volés à des agences gouvernementales. Armoire après armoire est remplie de dossiers marqués de sceaux gouvernementaux. Impôts, ministère de la Justice, Bureau fédéral d'investigation, même des documents d'ambassades étrangères. Les preuves d'infiltration, de mise sur écoute, de cambriolage, tout cela est à maintenant entre les mains du gouvernement fédéral. De plus, les raids révèlent des dossiers sur d'autres opérations clandestines que la scientologie menait contre des ennemis perçus. L'un de ces dossiers est intitulé « Opération Freakout », un complot effrayant pour piéger une journaliste, Paulette Cooper, une critique vocale de la scientologie, pour une fausse menace de bombe. Il y a des plans pour salir ou neutraliser les maires, les juges et les fonctionnaires qui ont croisé l'Église. L'ampleur des actes répréhensibles est presque difficile à croire. C'est comme si une CIA de l'ombre était gérée depuis le siège de la scientologie. Si tout cela ressemble à une théorie du complot farfelu, c'est parce que c'en était une, sauf qu'elle s'est révélée vraie, documentée sur papier. L'Église de Scientologie, bien sûr, se met sur la défensive. Stupéfaits par les raids, ils accusent le gouvernement d'abus. Ils comparent le FBI à la Gestapo et insistent sur le fait que les dossiers saisis sont des biens de l'Église sortis de leur contexte. Mais les montagnes de preuves disent le contraire, et bientôt, l'affaire passe devant les tribunaux. En août 1978, un grand jury fédéral inculpe 11 hauts responsables de l'Église de Scientologie pour une série de charges graves. Parmi eux, Mary Sue Hubbard, la grande architecte de l'opération Neige Blanche et épouse de L. Ron Hubbard. L'acte d'accusation ressemble à quelque chose sorti d'un roman d'espionnage. Complot, cambriolage de bureaux gouvernementaux, vol de biens de l'État, entrave à la justice et plus encore. L. Ron Hubbard lui-même était nommé en tant que co-conspirateur non inculpé, ce qui signifie que les procureurs croyaient qu'il était impliqué, mais qu'il n'est pas formellement accusé. Hubbard, toujours le commodore insaisissable, s'est caché à ce stade. Il ne fera jamais face à un procès et vivra le reste de sa vie reclus pour éviter les assignations à comparaître. La bataille juridique qui s'ensuit est intense. Les avocats de la scientologie soulèvent tous les obstacles possibles. Ils tentent même de citer à comparaître près de 150 agents fédéraux et de faire retirer un juge de l'affaire, essayant essentiellement de semer le chaos procédural dans l'affaire. Mais cela ne fonctionne pas. Face à des preuves accablantes et des témoignages directs accablants de personnes comme Michael Meissner, les accusés voient les signes avant-coureurs. En 1979, la plupart des dirigeants de la scientologie inculpés, y compris Mary Sue, ont plaidé coupable dans le cadre d'un accord. Ils plaident coupable à un seul chef de complot et, ce faisant, évitent un procès prolongé et des accusations supplémentaires. Le 6 décembre 1979, le jour du jugement arrive. Mary Sue Hubbard et 10 autres responsables scientologues se présentent devant un juge fédéral pour entendre leur sort. Le juge ne retient pas ses coups. Chacun des principaux conspirateurs est condamné à 5 ans de prison fédérale et à une amende de $10 000. Mary Sue Hubbard, autrefois à la tête puissante du bureau du gardien, est maintenant une criminelle condamnée qui se dirige vers la prison. Plusieurs autres, les adjoints qui supervisaient divers aspects de l'infiltration, reçoivent également des peines de 4 à 5 ans. Quelques acteurs mineurs reçoivent des peines légèrement inférieures ou une probation, mais le message est clair. L'opération Snow White est terminée et ses cerveaux vont en prison. L. Ron Hubbard est notablement absent du tribunal, officiellement non inculpé, mais inévitablement impliqué. Le juge fait remarquer de manière incisive sur l'affaire, rejetant toute notion que ces crimes étaient une sorte de protestation politique. Dans une déclaration accablante depuis le banc, il remarque que le cambriolage et le vol pour protéger l'image d'une organisation privée ne qualifient pas comme des actes politiques. Ce sont des crimes, tout simplement. Les scientologues de haut niveau, dirigés par Mary Sue, ont abusé de la confiance du public et maintenant ils doivent en payer le prix. Dans la foulée, l'Église de Scientologie entreprend une sérieuse remise en question, ou du moins un relooking. Le tristement célèbre Guardian's Office est dissous en 1983. Ses fonctions sont intégrées dans une nouvelle entité portant un nom plus anodin, le Bureau des Affaires spéciales. L'Église se distance, publiquement du moins, des opérations illégales du Bureau du Gardien. Mary Sue Hubbard est discrètement retirée de toute position d'autorité. Elle passe environ une année en prison avant d'être libérée sur parole au début des années 1980 et vit une vie relativement tranquille jusqu'à sa mort en 2002. Pour le gouvernement américain, la révélation de l'opération Snow White est à la fois alarmante et justifiante car elle a révélé peut-être la plus grande infiltration connue du gouvernement fédéral de l'histoire.
Un appel à l'éveil que même les groupes domestiques peuvent représenter des menaces intérieures pour la sécurité nationale. Cela a été validé parce que ceux des agences comme l'IRS et le FBI, qui soupçonnaient l'interférence de la scientologie, avaient absolument raison. Le scandale a aussi prouvé que parfois, la vérité dépasse la fiction. Une église orchestrant une saga d'espionnage qui a infiltré l'IRS, le DOJ et même des gouvernements étrangers. Au fil des années, la scientologie continuerait à se quereller avec l'administration fiscale américaine, mais par des voies plus légales. L'Église a lancé une avalanche de procès contre l'IRS tout au long des années 1980, affirmant une persécution religieuse. Certains disent que cette pression légale a épuisé l'IRS. Ironiquement, vers 1993, environ 15 ans après les arrestations de Snow White, l'IRS a accordé à la scientologie le statut d'exonération fiscale qu'elle avait recherché pendant si longtemps. La négociation complète reste entourée de mystères, mais beaucoup pensent qu'il s'agissait essentiellement d'une trêve. L'IRS a cédé pour que les centaines de poursuites cessent. On pourrait plaisanter en disant qu'en fin de compte, la scientologie a obtenu par des poursuites ce qu'elle n'a pas pu obtenir par effraction. Comme l'a observé avec ironie un commentateur, qui a dit que le crime ne paye pas. L'opération Blanche-Neige reste un chapitre stupéfiant dans l'histoire religieuse et juridique. C'est une histoire de fanatisme démesuré, jusqu'où un groupe irait. Violer la loi à grande échelle, tout cela au nom de la défense de sa doctrine et de son fondateur. C'est un avertissement sur le pouvoir, le secret et l'arrogance. Le simple fait que les dirigeants de la scientologie aient autrefois supervisé un réseau de 5000 espions infiltrant les gouvernements semble incroyable. Pourtant, cela s'est produit et les archives du tribunal en témoignent à jamais. En fin de compte, l'Église qui cherchait à effacer le dossier de ses méfaits a fini par ternir éternellement sa propre réputation. Le complot de Blanche-Neige a été dévoilé au grand jour et les responsables ont été emprisonnés. C'était une leçon sévère que même dans le monde obscur de l'espionnage et des opérations secrètes, la vérité finit par éclater, parfois révélée par les plus improbables des lanceurs d'alerte de l'intérieur. L'opération Blanche-Neige, autrefois un secret bien gardé, est maintenant une légende sombre, une histoire vraie d'intrigue et de trahison qui se lit comme un roman. Et cela sert de rappel. Parfois, les théories du complot sont réelles et les conséquences sont aussi très réelles.